Le 30 mars 1867, dans un bureau de Washington, deux hommes signent un traité qui transfère 1,5 million de kilomètres carrés de territoire d'un empire à un autre. Le prix, 7,2 millions de dollars, soit moins de 200 dollars par kilomètre carré, soit moins que le coût de construction d'un navire de guerre de taille moyenne, soit, en proportion de la superficie cédée, la transaction foncière la moins chère de l'histoire moderne. Le territoire en question, l'Alaska, contient à ce moment des réserves d'or, de pétrole, de gaz naturel, de cuivre, de charbon et de ressources halieutiques dont la valeur cumulée sur les 150 ans suivants dépassera plusieurs milliers de milliards de dollars. Il occupe une position géographique stratégique qui, au 20e siècle, deviendra centrale dans la guerre froide entre les deux puissances qui ont signé ce traité. La Russie vend, les États-Unis achètent. Ce que l'histoire populaire retient de cette transaction, c'est l'image d'une folie russe, un tsar qui ne comprend pas ce qu'il cède, et d'une clairvoyance américaine, incarnée par le secrétaire d'État William Seward, visionnaire moqué par ses contemporains qui appellent l'Alaska la folie de Seward ou le réfrigérateur de Seward. L'image est commode, elle est aussi profondément inexacte. La vente de l'Alaska n'est pas une folie russe. C'est la conclusion logique d'une analyse géopolitique et économique menée avec soin par Saint-Pétersbourg pendant plusieurs années. Une analyse qui prend en compte la dette de guerre, l'impossibilité logistique de défendre un territoire arctique à 12 000 km de la capitale, la menace britannique au Canada et une arithmétique de survie impériale qui ressemble par sa logique profonde à celle d'Hannibal devant les Alpes ou du Japon devant Pearl Harbor. Le tsar Alexandre II vend l'Alaska parce qu'il pense ne pas avoir le choix. L'histoire lui donnera partiellement raison et partiellement tort d'une manière que ni lui ni Seward ne pouvaient anticiper. Pour comprendre pourquoi la Russie vend l'Alaska, il faut comprendre ce que la Russie possède réellement en Alaska et ce qu'elle ne possède pas. La présence russe en Amérique du Nord commence en 1741, quand l'expédition de Vitus Bering, un navigateur danois au service de Pierre le Grand, atteint les côtes de l'Alaska actuelle et rapporte en Russie des fourrures de loutre de mer d'une qualité et d'une abondance stupéfiantes. La loutre de mer d'Alaska produit la fourrure la plus dense et la plus chaude qui existe, 100 000 poils par centimètre carré, imperméable, d'une douceur sans équivalent. Et les marchés européens et chinois la paient à des prix extravagants. Des chasseurs de fourrures russes, les Promychleniki, déferlent sur les îles aléoutiennes et les côtes de l'Alaska dans les décennies suivantes. Ils réduisent les populations aléoutiennes en quasi-servitude pour exploiter les ressources marines, vidant progressivement les stocks de loutre avec une efficacité qui préfigure toutes les surexploitations coloniales suivantes. En 1799, le tsar Paul Ier crée la Compagnie russo-américaine, un monopole commercial sur le modèle de la Compagnie britannique des Indes orientales, pour organiser et contrôler l'exploitation de ces territoires. Mais la Compagnie russo-américaine n'est jamais ce que la VOC hollandaise ou la Compagnie des Indes britanniques ont été. Ses capitaux sont insuffisants, ses effectifs dérisoires, sa logistique catastrophique. Novospassk, rebaptisée Sitka et établie comme capitale de l'Amérique russe, est une ville de quelques milliers d'habitants au maximum, isolée dans une forêt de conifères sur la côte sud-est de l'Alaska, à des mois de navigation de Saint-Pétersbourg par la route du Cap Horn ou à des semaines de marche à travers la Sibérie. La chaîne logistique entre Saint-Pétersbourg et Sitka est l'une des plus longues et des plus coûteuses que l'histoire impériale ait jamais vue. Chaque clou, chaque mètre de tissu, chaque baril de poudre à canon, chaque livre de farine qui arrive à Sitka a voyagé pendant des mois, traversé des océans et coûté plusieurs fois sa valeur d'origine en frais de transport. La compagnie russo-américaine dépend pour sa survie des navires de ravitaillement qui contournent le Cap Horn depuis les ports de la Baltique. Un voyage de 8 à 10 mois dans les meilleures de conditions. Et les fourrures de loutre de mer, la ressource qui justifiait toute cette logistique, s'épuisent.
Surexploitées depuis un siècle, les populations de loutres de mer ont chuté à des niveaux qui rendent la chasse commerciale de moins en moins rentable. La compagnie russo-américaine, dont les profits reposaient sur cette ressource unique, voit ses revenus s'effriter décennie après décennie. En 1860, l'Alaska est un territoire qui coûte plus cher à maintenir qu'il ne rapporte. Un gouffre financier à 12 000 km de la capitale, peuplé de quelques centaines de colons russes, de quelques milliers d'employés de la compagnie et de dizaines de milliers d'Aléoutes et d'Amérindiens que la Russie ne contrôle qu'imparfaitement. Ce serait déjà suffisant pour envisager de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas le facteur décisif. En 1853, la Russie entre en guerre contre l'Empire ottoman et se retrouve rapidement en guerre contre la France et la Grande-Bretagne, qui se portent au secours des Ottomans. La guerre de Crimée dure jusqu'en 1856 et se termine par une défaite humiliante pour la Russie, la chute de Sébastopol, la perte du droit de maintenir une flotte militaire en mer Noire et une indemnité de guerre qui aggrave encore les finances déjà précaires de l'Empire. Mais la guerre de Crimée révèle quelque chose de plus profond que l'échec militaire de la Russie face aux armées modernes franco-britanniques. Elle révèle la vulnérabilité absolue des possessions russes en Amérique du Nord face à la puissance navale britannique. Pendant la guerre, des navires de guerre britanniques opèrent dans le Pacifique Nord et menacent les positions russes en Alaska. La compagnie russo-américaine est incapable de défendre Sitka. Elle n'a ni les navires de guerre, ni les soldats, ni les fortifications qui lui permettraient de résister à une attaque navale britannique sérieuse. Sitka est prenable en quelques heures par n'importe quelle frégate de la Royal Navy. La seule raison pour laquelle les Britanniques ne l'ont pas prise pendant la guerre de Crimée est qu'ils ont d'autres priorités et qu'une neutralité informelle, tacite, a été maintenue dans le Pacifique pour des raisons commerciales mutuelles. Mais cette neutralité informelle est fragile. Elle dépend de la bonne volonté britannique, pas de la capacité défensive russe. Et les stratèges russes, après la guerre de Crimée, sont profondément conscients de cette fragilité. Le raisonnement de Saint-Pétersbourg devient alors le suivant. Si la Grande-Bretagne décide un jour d'attaquer sérieusement l'Alaska, la Russie ne peut pas le défendre. Le territoire serait perdu, sans compensation financière, sans rien. Mieux vaut donc vendre maintenant à une puissance qui n'est pas la Grande-Bretagne et recevoir une compensation financière, plutôt que d'attendre de tout perdre sans contrepartie lors d'une future confrontation avec Londres. Cette logique est celle que le grand-duc Constantin Nikolaïevitch, frère du tsar Alexandre II et chef de la marine russe, développe dans un mémorandum confidentiel adressé au tsar en 1857. Ce document est crucial car il montre que la vente de l'Alaska n'est pas une décision improvisée ou irrationnelle. C'est le produit d'une réflexion stratégique mûrie pendant plusieurs années par les plus hauts responsables militaires et diplomatiques de l'Empire. Constantin argumente que la Russie doit concentrer ses ressources sur la consolidation de ses territoires sibériens, immenses, riches en ressources et relativement défendables, plutôt que de se disperser sur un territoire arctique américain indéfendable. La vente de l'Alaska permettrait de financer le développement de la Sibérie et de l'Extrême-Orient russe, où la pénétration commerciale et coloniale du Japon et de la Grande-Bretagne commence à inquiéter Saint-Pétersbourg. Le tsar lit le mémorandum. Il ne répond pas immédiatement. Les négociations avec les États-Unis ne commenceront sérieusement qu'en 1867. Mais la décision de principe est prise dès 1857. Pendant 10 ans, Saint-Pétersbourg cherche le bon moment et le bon interlocuteur. Il existe un troisième facteur dans la décision russe de vendre l'Alaska, un facteur que les manuels d'histoire mentionnent rarement et qui est pourtant central dans les calculs de Saint-Pétersbourg. Depuis les années 1840, la Russie observe avec inquiétude l'expansion américaine vers l'ouest. La doctrine Monroe, formulée en 1823, a posé le principe que l'hémisphère occidental est la sphère d'influence des États-Unis et que les puissances européennes doivent s'abstenir de toute nouvelle colonisation ou expansion dans les Amériques.
Dans les décennies suivantes, les États-Unis ont appliqué cette doctrine avec une énergie croissante. Annexion du Texas en 1845, guerre contre le Mexique et acquisition de la Californie en 1848. Ruée vers l'or et peuplement rapide de la côte pacifique à partir de 1849. En 1867, la Californie est déjà un État américain densément peuplé, riche et connecté au reste des États-Unis par le premier chemin de fer transcontinental en construction. San Francisco est l'une des villes les plus dynamiques de l'Amérique du Nord. Et la pression de colonisation vers le nord, vers l'Oregon, vers le Washington Territory, vers la frontière canadienne, est palpable et croissante. Les stratèges russes posent une question simple. Si les États-Unis continuent de s'étendre vers le nord à ce rythme, combien de temps avant que des colons américains ne commencent à s'installer en Alaska, que la Russie est incapable de défendre et encore plus incapable de coloniser suffisamment pour établir une présence effective? Et si des colons américains s'installent en Alaska, l'annexion de facto suivra tôt ou tard sans que la Russie reçoive la moindre compensation. La vente de l'Alaska est donc aussi une course contre le temps. Vendre maintenant à un prix négocié, avant que la situation sur le terrain ne rende la transaction inutile parce que les Américains auraient de toute façon pris le territoire par la force de la colonisation. Cette logique est celle que les Mexicains auraient dû appliquer au Texas 2 décennies plus tôt. Ils ne l'ont pas fait et ont perdu la moitié de leur territoire sans compensation. Les Russes ont appris de cet exemple. William Henry Seward est le secrétaire d'État d'Abraham Lincoln, puis d'Andrew Johnson. C'est l'un des architectes de la politique étrangère américaine de l'ère de la guerre de sécession, un homme convaincu, bien avant que ce terme existe, de la destinée manifeste des États-Unis comme puissance du Pacifique. Seward comprend quelque chose que la plupart de ses contemporains ne voient même pas encore. Le 20e siècle sera le siècle du Pacifique. La puissance qui contrôlera les routes commerciales du Pacifique Nord, entre l'Amérique du Nord, le Japon, la Chine et les Indes, contrôlera l'économie mondiale de la génération suivante. L'Alaska, avec sa position géographique à l'extrémité nord du Pacifique, est une pièce maîtresse de ce contrôle. Les négociations entre Seward et l'ambassadeur russe Edward Stoichler commencent tout sérieusement début mars 1867. Elles progressent rapidement. Les deux parties ont intérêt à conclure et les positions de départ ne sont pas si éloignées. La Russie demande initialement 5 millions de dollars. Seward monte à 7 millions, puis à 7,2 millions pour inclure les biens de la compagnie russo-américaine. Dans la nuit du 29 au 30 mars 1867, Stoichler réveille Seward chez lui pour lui annoncer que Saint-Pétersbourg a donné son accord par télégramme. Selon la légende, peut-être embellie, Seward interrompt une partie de cartes pour se rendre immédiatement au département d'État et travailler toute la nuit avec ses assistants pour rédiger le traité. Au petit matin du 30 mars, le traité est prêt. Il est signé le jour même. Le Sénat américain ratifie le traité en avril 1867 par 37 voix contre 2. Mais la Chambre des représentants, qui doit approuver les crédits, résiste pendant plus d'1 an. La presse américaine est sceptique. Les éditorialistes qui inventent les expressions « la folie de Seward » et « le réfrigérateur de Seward » ne voient pas ce que Seward voit. Ils voient un territoire arctique sans valeur apparente, peuplé d'ours et de glace, acheté à un prix qui semble excessif pour ce qu'il offre. Les crédits sont finalement approuvés en juillet 1868, en partie grâce à des pots de vin versés par Stoichler à plusieurs membres du Congrès, une opération que les archives révéleront plusieurs décennies plus tard. La cérémonie de transfert se déroule à Sitka le 18 octobre 1867. Le drapeau russe est amené, le drapeau américain est hissé. Les soldats américains qui prennent possession du territoire sont peu nombreux, mal équipés et manifestement peu enthousiastes à l'idée de passer l'hiver dans ce qui leur semble être le bout du monde. Ils ne savent pas encore ce qu'ils ont. En 1896, 29 ans après la vente, de l'or est découvert dans le Klondike, techniquement au Canada.
mais suffisamment proche de l'Alaska pour déclencher une ruée vers l'or qui fait exploser la population de la région et génère des fortunes colossales. En 1898, de l'or est découvert directement en Alaska, à Nome. Des dizaines de milliers de chercheurs d'or affluent. La valeur de l'Alaska, que personne n'avait sérieusement estimée, en 1867 commence à apparaître. Puis le pétrole. Les premiers gisements pétroliers alaskiens sont découverts au début du 20e siècle. Mais c'est en 1968 que la découverte de Prudhoe Bay, l'un des plus grands gisements pétroliers jamais trouvés en Amérique du Nord, avec des réserves estimées à 25 milliards de barils, révèle l'ampleur réelle de ce que la Russie a vendu pour 7,2 millions de dollars. L'oléoduc Trans-Alaskan, construit entre 1974 et 1977, transporte depuis lors des centaines de millions de barils de pétrole vers les marchés américains. La valeur du pétrole, seul extrait de l'Alaska depuis 1968, dépasse plusieurs centaines de milliards de dollars. Ajoutez l'or, le gaz naturel, le cuivre, le poisson, le bois, les ressources naturelles de l'Alaska génèrent chaque année des revenus qui dépassent de plusieurs fois le prix d'achat de 1867. Mais la dimension la plus inattendue de la transaction est géopolitique et militaire. Pendant la guerre froide, l'Alaska devient l'une des positions stratégiques les plus importantes du monde. L'URSS et les États-Unis sont séparés, au détroit de Bering, par moins de 80 km. L'Alaska est la position avancée américaine la plus proche du territoire soviétique, la base depuis laquelle des bombardiers américains peuvent atteindre Moscou, la plateforme de radar et de missiles qui détectent et interceptent les vecteurs soviétiques, l'avant-garde de la défense américaine contre une attaque nucléaire par le pôle Nord. Si la Russie avait conservé l'Alaska jusqu'au 20e siècle, la géographie de la guerre froide aurait été radicalement différente. Les États-Unis n'auraient qu'un pas de position avancée dans le Pacifique arctique. La défense du Canada occidental serait compromise. Les routes aériennes polaires entre l'Amérique du Nord et l'Europe, critiques pour le transport militaire de l'OTAN, seraient dominées par les Soviétiques. Alexandre II et ses conseillers ont vendu l'Alaska parce qu'ils pensaient ne pas pouvoir le défendre contre la Grande-Bretagne. Ils avaient raison sur l'incapacité à défendre, mais ils avaient mal identifié la menace. La vraie valeur de l'Alaska n'était pas la fourrure de loutre ou le commerce du Pacifique. C'était la position géographique dans un monde de bombardiers à long rayon d'action et de missiles balistiques intercontinentaux. Un monde qu'aucun stratège de 1867 ne pouvait concevoir. Depuis 1867, la question « La Russie regrette-t-elle la vente de l'Alaska ?» revient périodiquement dans les médias russes et les discussions politiques, particulièrement dans les moments de tension entre Moscou et Washington. Des politiciens russes, des commentateurs nationalistes, des nostalgiques de l'Empire évoquent régulièrement la vente comme l'une des grandes erreurs stratégiques de l'histoire russe. Cette question est mal posée. Elle suppose que la Russie de 1867 avait le choix entre vendre et conserver. Elle n'avait pas ce choix, pas réellement. La Russie de 1867 est un empire en transformation douloureuse. Alexandre II vient d'abolir le servage en 1861, une révolution sociale qui déstabilise l'économie agricole russe et génère des tensions politiques intenses. Les finances impériales sont épuisées par la guerre de Crimée et par le coût colossal des réformes administratives et militaires que la défaite a rendues indispensables. La priorité absolue de Saint-Pétersbourg est la modernisation de la Russie européenne et la consolidation de la Sibérie, pas le maintien d'un comptoir commercial arctique en Amérique du Nord. Conserver l'Alaska aurait signifié continuer à financer une présence déficitaire dans un territoire indéfendable, en attendant de le perdre sans compensation lors d'une confrontation avec la Grande-Bretagne ou d'une annexion progressive par les colons américains. La question n'était pas vendre ou conserver, elle était vendre maintenant ou perdre plus tard sans rien recevoir. Ce que la Russie n'avait pas prévu et ne pouvait pas prévoir, c'est que la menace britannique qui justifiait la vente s'effacerait rapidement.
La Grande-Bretagne, engagée dans l'expansion de son empire en Asie et en Afrique, ne cherchera jamais sérieusement à s'emparer de l'Alaska. La confrontation redoutée n'a jamais eu lieu. Et avec elle, la justification principale de la vente s'est évaporée rétrospectivement. Mais le jugement rétrospectif est toujours facile. En 1867, avec les informations disponibles et les contraintes existantes, la décision d'Alexandre II était défendable, même si ses conséquences, un siècle et demi plus tard, semblent catastrophiques pour les intérêts russes. La vente de l'Alaska est l'une des illustrations les plus parfaites d'un principe géopolitique fondamental. La valeur d'un territoire n'est pas fixe. Elle dépend des technologies disponibles, des ressources découvertes et de la position géographique relative dans le système international du moment. En 1867, l'Alaska vaut peu parce que personne ne peut exploiter ses ressources minières à grande échelle, parce que les technologies de forage pétrolier n'existent pas et parce que la géographie arctique n'a pas encore la valeur stratégique qu'elle aura au 20e siècle. Sa valeur réelle est invisible à tous les acteurs de la transaction, vendeurs et acheteurs inclus. Seward est souvent présenté comme un visionnaire qui a vu ce que ses contemporains ne voyaient pas. C'est partiellement vrai. Il comprenait la valeur stratégique du Pacifique Nord mieux que la plupart. Mais même Seward ne pouvait pas prévoir le pétrole de Prudhoe Bay, les bombers B-52 stationnés à Fairbanks, ou les systèmes de missiles antibalistiques qui feront de l'Alaska un pivot de la défense américaine du 20e siècle. La transaction de 1867 n'est pas l'histoire d'une clairvoyance américaine et d'une myopie russe. C'est l'histoire de deux empires qui font leurs calculs avec les informations disponibles en 1867 et dont aucun ne peut anticiper que le monde de 1940, de 1970, de 2000 sera radicalement différent du monde qu'ils connaissent. Ce que la Russie a vendu pour 7,2 millions de dollars en 1867 a généré, sur les 150 ans suivants, une valeur économique et stratégique qui dépasse plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est la transaction la moins rentable de l'histoire des ventes territoriales et l'une des plus rentables de l'histoire des achats. 200 $ le kilomètre carré. Pour ce prix-là, la Russie a cédé le pétrole, l'or, la position géographique arctique et l'avantage stratégique dans la guerre froide. Le tsar Alexandre II signe le traité et retourne à ses réformes. Il pense avoir résolu un problème périphérique de logistique impériale. Il vient d'écrire l'une des pages les plus coûteuses de l'histoire de la géopolitique mondiale.